téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Saga Africa. Comme d'habitude, le programme est très varié. Je vous propose de commencer à Casablanca avec Rachel Texera. Originaire des îles du Cap-Vert, Rachel Texera a décidé de cofonder une marque de vêtements, accessoires et design ethnique. S'inspirant de l'Afrique de l'Ouest et aussi du Maroc, cette jeune entrepreneuse dynamique a fait de son label quelque chose de très intéressant. La suite en images. Cela fait exactement 3 ans que Rachel Texera et son associé ont fondé Awira, un label proposant une large variété de produits. Vêtements, accessoires, chaussures, décorations, Rachel aime laisser libre cours à sa créativité. Tous les jours, les deux partenaires se retrouvent ici dans leur atelier de Bir en Zaran pour travailler et mettre à profit leurs inspirations respectives. Actuellement, Rachel et sa collègue planchent sur une collection spéciale Ramadan comprenant tuniques et kimonos. Elles doivent se concerter sur le choix des tissus. Awa, qui vient tout juste de recevoir un lot d'étoffes de Dakar, les montre tour à son amie pour que cette dernière choisisse les couleurs les plus appropriées. Dans leur élément, les créatrices s'en donnent à cœur joie. C'est d'ailleurs l'une des étapes qu'elles préfèrent. Cette collection, on a émis l'idée avec Awa de travailler des kimonos de Ramadan et même après Ramadan. Moi, c'est quelque chose que je porterai pour une autre occasion qu'à Ramadan. La touche Awira, c'est ce qu'on est en train de discuter, là, comment venir l'intégrer dans cette collection, surtout avec des tissus comme ça, la soie. Donc ce sera la première fois qu'on travaille cette matière-là. Alors moi j'ai plutôt pensé à venir l'accessoiriser avec au niveau des fermoirs, que ce soit un bouton ou une pampille, avec une pierre qui renvoie à l'Afrique, quelque chose d'ethnique, voilà, pour marquer un peu le côté africain, donc qui est notre touche en fait. Alors ce tissu, je le trouve super intéressant, donc c'est du tchoup avec sa brillance, donc qui me rappelle, il me renvoie donc à la soie du vêtement, donc de cette collection kimono. Donc je pense qu'on va l'associer dans notre prochaine collection, qu'est-ce que t'en penses, de kimono, mais aussi en maroquinerie. Donc je le vois bien aussi en sac avec du cuir, il s'associe très bien. Donc j'ai envie de le travailler également avec du cuir, donc en accessoires, ou même des chaussures, des sandales, ça peut être super sympa. Il est très intéressant. Si Awa a des goûts classiques, Rachel, elle, est plutôt dans le chic décontracté. Des tendances complémentaires qui ont donné de jolis résultats. Que ce soit en coupe vestimentaire ou en décoration, ici tout est revisité, réinventé et fusionné à des touches ethniques en provenance du Mali, du Nigeria, de la Mauritanie ou encore de l'Afrique du Sud. Mais tu peux le mettre après en soirée avec un jean relax. C'est sympa. Oui, il est beau. On peut s'en inspirer et puis apporter notre touche. Et là, par exemple. La discussion va bon train. On est là pour échanger les idées. Le Ramadan est dans 2 mois et le plus gros de l'ouvrage reste encore à venir. On a ce modèle-là, c'est uniquement avec du sfifa. Et il faut savoir aussi que les Marocains sont très attachés à leurs standards. C'est difficile de changer parce qu'il y a une tradition, même les artisans en général, ils n'aiment pas trop sortir des sentiers battus. Voilà. Donc ce que j'aimerais, c'est voir comment est-ce qu'on peut vraiment innover. Parce qu'il y a de la difficulté. Et je pense que si on réussit ça, on sera vraiment reconnu. Donc apporter, on va chercher au niveau des tissus africains, je sais pas, ça peut être le chouéché, ça peut être. On n'a pas pensé également au kanté du Ghana. C'est des couleurs avec des petits motifs qui peuvent aider quand même à travailler la soie. Ceci dit, on ne va pas arrêter d'utiliser le sfifa parce que ça donne ce petit côté luxueux que les Marocains apprécient bien. Après les concertations, place au croquis pour l'une et à la recherche pour l'autre. À chacune son rôle. Awira est née simplement à la sortie de l'école. Donc Awa et moi attendions nos filles. Donc c'est l'école Molière. Et là on discutait, puis il y a eu un sourire, un échange, comme si on s'était déjà vu quelque part. Ce sentiment de se connaître déjà. Et dans la discussion, on s'est trouvé des similitudes. Déjà nous venons du Sénégal. Voilà, exactement. Donc cet amour pour l'art, pour la création, pour tout ce qui est de chez nous, quoi. Et du coup, on a décidé de créer Awira comme ça, voilà. Pratiquement créée sur un coup de tête, Awira est devenue un moyen d'expression pour ses fondatrices. On a toutes les deux un caractère assez passionné.
Et donc Rachel, elle est très inspirée, elle est très au fait des tendances. Moi, je le suis un peu moins. Donc c'est Rachel en général qui propose. Et ensuite, on va dire qu'on dispose ensemble. C'est ça. Donc moi, je suis sa première cliente, donc je vais critiquer parce que j'ai un regard assez dur quand même sur ce qu'elle propose. Je suis assez exigeante parce que je veux, en bonne sénégalaise aussi, que ça, comment dirais-je, que ça flash en fait, qu'une personne ait vraiment envie d'acheter cet article-là. Ça, c'est très important. Et donc, je suis très critique. Donc de ce fait, ça nécessite quand même une amitié assez forte, un respect, voilà, et puis également une confiance, parce que bon, on ne critique pas pour critiquer, mais vraiment pour essayer d'améliorer les choses. Qui dit accessoires ethniques dit aussi maroquinerie, du moins pour Rachel et Awa. Nous sommes chez leur fournisseur attitré dont le magasin se trouve non loin du Ma'arif. Ben Aïssa Atabou approvisionne Awira en cuir et réalise également certains de leurs modèles. Venue passer commande de nouvelles pièces de cuir, Rachel se voit proposer différentes couleurs. Elle compte s'en servir pour des sacs et des sandales. Les femmes se concertent sur les différents échantillons et semblent vouloir aller sur du noir plutôt que du marron. Rachel examine les petits morceaux de cuir à la lumière du jour et n'hésite pas à prendre des photos pour comparer avec les tissus dont elle dispose à l'atelier. En fait, je les assemble pour mieux me projeter dans notre future collection. Donc, j'ai envie de les assembler à un tissu ethnique qu'on vous a montré tout à l'heure, le tchoup, que j'ai découvert avec Marianne tout à l'heure. Et dans la collection maroquinerie, donc chaussures ou accessoires, j'ai envie de l'assembler avec ce tissu-là. Donc je regarde ce qui correspondrait le mieux au tissu. Donc j'aime bien les regarder. Ce que je fais, je les prends aussi en photo, comme ça sur mon écran, sur mon PC. Je mets le tissu à côté, je regarde ce qui peut correspondre en fait. Donc voilà, c'est juste pour avoir ma palette de couleurs pour mon assemblage future collection. Ben Aïssa a l'habitude de ces longs conciliabules et n'hésite pas à donner son avis sur la résistance ou la malléabilité de telle ou telle pièce. Oui, ça fait bien longtemps. Pour Rachel, ça fait 2-3 ans environ. Elle est venue donc au départ. Après, elle est venue avec Marianne et ils ramènent donc des modèles à faire. Une petite collection par exemple, des sacs, des chaussures, autre chose, et on les réalise pour elles. Donc elles ont leur modèle, elles ont déjà une idée en tête de ce qu'on doit faire. On réalise donc un petit modèle et elles regardent, donc c'est un échantillon si vous voulez, et après on commence à travailler la suite. Bon, il y a des changements, c'est normal, avec, en cours du temps, en cours de production, il y a des petits changements, mais on les réalise de temps en temps, c'est pas un problème. Comme toutes stylistes, elles sont plus perfectionnistes, donc elles essayent de faire mieux, et nous aussi on s'adapte. Et aussi on propose des fois aussi des changements, ça leur plaît normalement. Et au vu de la production, ça se passe très bien, ça se passe très bien. Bon, il y a des hauts et des bas, mais en général ça se passe très très bien. Les choix sont faits, le cuir arrivera dans moins d'une semaine pour débuter la confection d'une dizaine de sacs et autant de sandales. Les modèles seront proposés à la clientèle lors d'une vente privée pré-ramadanesque. Vivant à Casablanca depuis 4 ans, Rachel y a vite pris ses habitudes. Pour décompresser, par exemple, la jeune femme aime venir en bord de mer et pratiquer du yoga. Ce sport qu'elle affectionne particulièrement est une véritable bénédiction pour elle. La plage est vide, c'est une aubaine quand on veut s'exercer tranquillement. En fait, j'aime bien venir sur cette plage tous les jours en fait. C'est ma pause à moi, mon break. J'en ressens le besoin quotidiennement. Et c'est ma source d'inspiration, ma bouffée d'oxygène dans cette ville qui est Casa. En fait, moi je pratique du Hatha Yoga. Je suis aussi dans le Vinyasa. Donc le Hatha Yoga, c'est un mélange de deux forces, c'est-à-dire le yin et le yang. Donc on a avec le yang ce côté énergétique donc qui nous booste, qui nous donne de la pêche pour nous permettre d'aller de l'avant. Donc on va venir travailler les muscles, la tonicité des muscles en profondeur. Et avec le côté yin, donc qui est ce côté plus doux, on va venir travailler le relâchement, donc la souplesse des muscles, donc toujours en alliant bien sûr la respiration. Donc c'est la respiration qui fait tout dans le yoga.
Au bout d'une demi-heure, elle est prête pour le reste de son planning. Les endorphines ont été libérées et les batteries rechargées. C'est bon, j'ai rechargé mes batteries et je me sens prête pour attaquer et continuer ma journée. Voilà, donc... Également décoratrice, Rachel est souvent sollicitée pour apporter sa touche chez des particuliers ou dans des établissements publics. Ce fut le cas par exemple avec le restaurant Nkoa, ce temple de la cuisine ethnique qui a opté pour un mobilier reflétant ses inspirations culinaires a fait appel à la jeune créatrice pour réaliser ses coussins. Restée proche des propriétaires, Rachel a fini par devenir une cliente de l'endroit et s'y rendre fréquemment. Déco originale, ambiance chaleureuse, plat originaire du monde entier, le lieu a tout pour plaire à cette nomade dans l'âme. Venue y passer sa pause déjeuner, Rachel se fait conter les dernières nouveautés par l'un des patrons. Franchement, pour moi, Nkoa, c'est un endroit unique. Voilà, on retrouve un art culinaire qu'on ne retrouve pas ailleurs, ici à Casa. Et ils ont cette touche ethnique qui me parle de mes origines. Et aussi, le concept ressemble un peu à celui d'Awira, où on est dans la tendance, dans la modernité, mais avec cette touche, cette inspiration d'ailleurs qui ne se retrouve pas ici au Maroc. Donc du coup, pour le coup, c'est un vrai voyage et ça me rappelle aussi mes origines, mes racines. Donc voilà, je me sens bien quand je viens ici. En fait, on s'était rencontrés lors d'une expo par hasard. Je me souviens que l'un d'eux m'avait acheté une sandale. Des sandales. Donc voilà, ils étaient encore dans le projet d'ouverture d'Nkoa. Nous avions échangé et puis Bilal m'a appelé pour venir un peu consulter leur projet, m'expliquer un peu leur projet et de là est partie l'idée de leur faire quelques accessoires. Donc voilà, ces fameux coussins. Donc c'était une collection jute, la tendance du jute, du naturel, avec le raffia qui est une matière naturelle. Et en fait, on peut le recto verso, le côté coloré qui l'emmène du peps et ce côté ethnique. Voilà. Asie, Afrique ou encore Amérique du Sud, le menu la laisse rêveuse. Elle a tranché. Son choix se porte sur un plat camerounais à base de bananes plantain avec sa sauce aux petits légumes. Afrique centrale donc. Conquise, Rachel ne cache pas son contentement. Tout y est, le goût, la consistance, la présentation. Trop bon. Bravo. J'adore. Là, je voyage là. Je suis au Cameroun pour de bon. Clou du repas, un tiramisu façon Nkoa où quand l'Italie rencontre l'Indonésie autour d'un savoureux mélange de mascarpone et de lait de coco. Un dessert comme elle les aime, à la fois léger et audacieux. Entre saveur et brin de causette, d'autres projets verront probablement le jour. Un heureux hasard. On était en train de marcher au quartier Gauthier, Bilal et moi. On a vu une exposition qui nous a attirés avec toutes ses couleurs, toute sa créativité. Et nous avons fait la connaissance de Rachel. Elle nous a montré, elle nous a exposé ses productions et c'était logique qu'on travaille avec elle. Après, nous lui avons commandé des coussins, nous lui avons commandé des tissus. Alors, elle a été très gentille, avec beaucoup de présence et beaucoup de réactivité. Elle nous a supportés parce que c'était le début. Vous savez, les débuts sont toujours difficiles. On lui a passé commande alors pour des coussins, pour des tissus, pour plein de petits objets pour la décoration d'Nkoa qui rentraient mais parfaitement dans le thème ethnique chic. Le déjeuner terminé, Rachel a rendez-vous avec Annie, une cliente pour qui elle a déjà confectionné pas mal d'objets. Contente de se revoir, ces dames en profitent pour papoter un peu. Annie a elle aussi une fibre créatrice et finit souvent par recustomiser les accessoires de Rachel. Cet après-midi, la designeuse est là pour compléter l'habillage d'un luminaire qu'elle a livré il y a quelques jours. Rachel a apporté en prime un tissu de rappel destiné à couvrir un banc en osier. Quelques notes de batik pour relever en douceur les temps de la maison. Les idées ne manquent pas.
Rachel propose, prend ses mesures et quelques notes. Il y a toujours matière à créer. Annie a toujours été fidèle lors de mes expos au Churchill, toujours là. Elle m'a souvent pris des choses, collection d'été, collection d'hiver, parce que je fais aussi des accessoires de mode. Donc je me rappelle lui avoir vendu une jolie sortie de bain, donc avec ce tissu que portent les femmes du sud du Maroc et aussi de Mauritanie. Donc c'est toujours des tissus qui viennent d'ailleurs. J'aime bien cette particularité du fait qu'on ne trouve pas les tissus ici au Maroc. Donc c'était des tissus en provenance de Mauritanie et idéal pour l'été parce qu'ils protègent des UV solaires. Que ce soit en mode ou en design, le label Awira a trouvé écho dans cette demeure et bien d'autres encore. Je trouve que Rachel a beaucoup de goût. Le cactus que j'ai pris dernièrement avec ce petit côté tissu, j'ai trouvé que c'était hyper original. Elle fait des coussins qui sont super beaux. Elle a fait des nu-pieds, pareil, la petite sandale dorée avec la petite bande de tissu africain. Les sorties de bain, les sacs, les ponchos, enfin comme elle dit, collection été, collection hiver, elle a toujours quelque chose de nouveau. J'aime bien le côté ethnique. La visite arrive à son terme, Rachel se prépare à partir avec le fameux bon en osier qu'elle devra rhabiller. La prestation devrait prendre 2 jours au grand maximum. Faire connaître Awira a demandé beaucoup d'investissement à Rachel et à Awa, tout comme la fidélisation des clients. Fort heureusement, les efforts ont fini par payer au cours de ces 3 années, rendant leurs rêves possibles et laissant présager un avenir encore meilleur. Après Casablanca, Marrakech, où vit et travaille Amin Qabbaj, cet architecte de renom construit des hôpitaux et des centres de formation professionnelle dans bon nombre de pays subsahariens. Une expérience qui lui permet d'apporter son savoir-faire, d'en apprendre davantage sur son continent et de participer à des projets à dimension humaine. Regardez. Amoureux de l'Afrique, Amin Qabbaj a fini par exporter son travail dans les pays voisins, poussant même l'aventure jusqu'à Madagascar. Aujourd'hui, ce bâtisseur d'hôpitaux et de centres de formation est actif sur pas moins de 5 pays subsahariens. Menant plusieurs projets à la fois, notera même les défis que représentent ces chantiers, car il ne s'agit pas uniquement de construire, mais de proposer des structures en phase avec les réalités des pays où il opère. Un travail de longue haleine et riche de découvertes. Arrivé tôt au bureau, le chef d'entreprise commence sa journée par le suivi de ses chantiers sur Marrakech. Validation de plans, réception de travaux, montage financier, évaluation économique des requêtes. Il doit tout chapeauter de près. Ayant la pratique de l'hospitalier, on m'a appelé comme architecte hospitalier d'abord en Guinée à Conakry et on a fait un premier hôpital qui va être achevé dans les 3 prochains mois. Il y a un autre hôpital qui est aussi à Madagascar, qui lui sera achevé avant la fin de l'année, normalement. Il y a à côté de ça des centres de formation professionnelle. Il y en a un à Madagascar qui est un centre de formation en hôtellerie et bâtiment. Et à Addis Ababa en Éthiopie, vu que le Maroc a une certaine expérience en irrigation, donc c'est un centre de formation dans le management de l'eau et l'irrigation. Selon l'architecte, les opportunités sont multiples pour ceux qui souhaitent prospecter ailleurs et sortir de leur zone de confort. Le métier d'architecte est un métier qui est nouveau en Afrique. Qui est nouveau, même au Maroc, c'est un métier lorsque moi je suis architecte depuis 1980 au Maroc. Donc en 1980, il y avait moins de 1000 architectes au Maroc. Madagascar, vous savez, il y a moins de 100 architectes. Donc vous voyez, et il y a un besoin. En Guinée, il y en a un peu plus. Mais les pays où il y a le plus d'architectes en Afrique, ce sont les pays d'Afrique du Nord. Parallèlement à des rapports professionnels florissants, il y a tout un pan culturel et social avec lequel Amin Qabbaj s'est trouvé des affinités. Voguant de coup de cœur en coup de cœur, l'architecte passe la plus grande partie de l'année entre l'Éthiopie, la Guinée-Conakry, Madagascar ou encore le Sénégal et le Mali. Moi, personnellement, ça m'a permis de découvrir un continent que je ne connaissais pas, qui est le continent africain dans lequel nous sommes. Il y a un plan d'ailleurs juste derrière vous, où il y a tous les pays africains, il y en a 54.
J'en ai pas visité encore, peut-être même pas la moitié, parce que c'est quand même un grand continent. La première fois que je suis allé à Madagascar, je pensais que c'était une île pas plus grande que la Corse. Quand j'ai découvert que c'était plus grand que la France et le Benelux réunis, eh ben, je connaissais mal ma géographie. L'Éthiopie, on a toujours cette image, et d'ailleurs dès que je dis à quelqu'un je vais en Éthiopie, il me dit mais ils sont pauvres, il n'y a rien à manger. Je suis parti la première fois en Éthiopie avec cette appréhension. Mais c'est un pays fabuleux et on se demande comment ils ont pu avoir des famines alors qu'ils ont des zones agraires mais fabuleuses. Tous les pays occidentaux et même du Moyen-Orient viennent faire l'agriculture en Éthiopie. Beaucoup de fleurs que vous vendent les Hollandais, elles sont cultivées dans les hauts plateaux de l'Éthiopie. La réunion de calage terminée, l'architecte se retrouve seul afin de dresser son planning et appeler ses collaborateurs étrangers. Pour ce panafricaniste assumé, les échanges de savoir-faire entre États sont l'avenir de ce continent et les concernés gagneraient à les développer davantage. Déjà, les pays contigus, on devrait avoir des relations beaucoup plus faciles et beaucoup plus nettes et s'échanger les produits de première nécessité, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les industries de base, les industries domestiques déjà. Et puis avec les autres pays, je crois comme étant le fait Sa Majesté le Roi Mohamed VI, c'est de lier plus de relations avec les pays plus loin, c'est-à-dire le Niger, les pays du Sud et les pays de l'Est, même l'Éthiopie. Il y a des choses qui se font entre le Maroc et l'Éthiopie. Les relations sont mieux adaptées et régularisées. Et aussi, il y a les problèmes des visas. Et là, le problème des visas, on devrait, pourquoi ne pas avoir des passeports multinationaux et que l'on puisse se déplacer sans qu'on ait à demander des visas. Au niveau des relations professionnelles, on devrait, je ne sais pas comment faire, détaxer ou enlever ou encourager les gens à travailler, architecte avec architecte, ingénieur avec ingénieur, boîte de je ne sais pas quoi avec boîte de je sais quoi, et qu'il y ait des échanges de savoir-faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont forts dans certains domaines, d'autres moins, et qu'on pourrait trouver des échanges. Amin Qabbaj a beau avoir développé une carrière à l'international, cela ne l'empêche pas de s'impliquer dans sa ville hôte où l'on fait également appel à sa maîtrise des bâtiments médicaux. Il est 11h et notre homme vient d'arriver sur l'une des extensions du CHU de Marrakech dont il a la charge. Le projet est terminé depuis quelques années, mais le CHU est un objet vivant. Donc on a toujours besoin de modifications, de changements, de mise à jour et ceci est un des cas de mise à jour. Nous avons un peu plus loin une hélistation, parce que le problème des accidents qui sont loin de Marrakech, donc on arrive à les transporter par des hélicoptères et nous sommes en train de terminer une hélistation. C'est un CHU, c'est un centre hospitalier universitaire relié à la faculté de médecine et qui a à peu près 1000 lits. Il y a la mère et l'enfant à droite, il y a un centre d'oncologie derrière et il y a l'hôpital des spécialités là. Accueilli par le maître d'œuvre, il est mis au courant de l'avancement des travaux. L'extension est pratiquement terminée, plus que 3 mois et ce sera plié. D'autres blocs sont eux aussi en cours de finition. Le but est d'améliorer le confort des patients, mais aussi de ceux qui les accompagnent. À chaque chantier, ses spécificités. L'homme ne manque pas de souligner les similitudes et les différences selon qu'il construit au Maroc ou ailleurs. Les similitudes, je vous dis, c'est les équipements. C'est la manière de mettre l'hébergement à côté des blocs opératoires, à côté de la radiologie, à côté des urgences. Par exemple, il faut aussi que l'on fasse des lieux pour les gens qui travaillent. C'est-à-dire il faut une petite cantine, il faut des vestiaires, il faut des lieux de culte. Par exemple, en Guinée, c'est pas trop problématique, c'est un pays musulman, mais dans d'autres pays, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a même... Donc par exemple, à Madagascar, on a mis un lieu multiculte pour que les gens puissent se retrouver dans un endroit. C'est un endroit de recueillement. On n'a pas à dire que c'est fait pour les musulmans ou pour les chrétiens ou pour d'autres personnes. Parce qu'à Madagascar, il y a des gens de toute culture et de toute religion. Donc ce qu'il y a, c'est que
on essaye de faire quelque chose où les gens vont travailler à l'aise et agréablement. C'est le plus important aujourd'hui, c'est que les gens se sentent bien dans leur peau et bien dans l'endroit où ils sont. Donc après, on essaye de rentrer dans certaines choses au niveau de l'utilisation. Par exemple, quand vous dites à un Européen qu'il faut des salles d'accueil énormes au Maroc, il vous dit mais pourquoi faire? On lui dit mais parce que le malade, il y a sa famille qui vient avec tonton, tata, les petits-enfants et ainsi de suite. C'est la même chose en Afrique. En Afrique, et en plus, il y a de la nourriture. En Afrique, c'est encore plus. Il y a certains pays où les gens viennent cuisiner dehors de l'hôpital pour donner de la nourriture à la famille, à la personne qui est malade à l'hôpital. Donc on essaie de s'adapter en mettant certaines choses que les gens vont utiliser et qui ne vont pas se retrouver comme des étrangers chez eux. Donc voilà, c'est ça l'adaptation. C'est le moment de lever l'ancre. D'après les évaluations, les bâtiments seront opérationnels en mai prochain. L'équipe est dans les temps. Notre homme poursuit son tour avec Picala, une organisation à but non lucratif ayant pour objectif de promouvoir le tourisme à bicyclette dans la ville ocre. Amine y voilà une alternative environnementale à destination des visiteurs et un moyen de créer de l'emploi. L'endroit grouille de monde à cette heure de la journée. Formation mécanique, cours de langue, ateliers artistiques, les activités ne manquent pas au centre. Une chance pour tous ces jeunes qui peuvent apprendre à devenir guide touristique, project manager ou encore réparateur de vélos. L'ONG fait ainsi d'une pierre deux coups, sensibiliser à la mobilité durable et fournir un travail à ses jeunes adhérents. Je pense que cette association, pour Marrakech, elle est vraiment tombée à pile poil parce que moi, quand j'étais gamin et quand je venais à Marrakech, c'était la ville du vélo. Tout le monde faisait du vélo. Quand il y a eu les augmentations de voitures et de vélos mécaniques, eh ben, le vélo a diminué. Alors c'est une ville plate qui est très bien pour faire du vélo et qui devrait avoir plus de gens qui fassent du vélo dans cette ville. Le problème, la pollution et tout, on fait que la diminution de l'utilisation de vélos. Aujourd'hui, la Médina est encombrée de voitures dans les parkings, de motos qui circulent partout et ça pollue et tout. Donc cette association est tombée à point nommé pour essayer de sensibiliser les gens de plus utiliser le vélo. Il n'y a pas que le côté vélo, mais il y a le côté tout ce qu'il y a autour du vélo. Il y a derrière moi, on apprend aux jeunes la mécanique du vélo, on fait des cours disons, je dirais de civisme, mais des cours de mécanique, des cours de langue. Regardez ici, comme il y a l'anglais, eh ben, tout le monde se met à l'anglais, tout le monde se met à parler anglais, donc déjà ça. Puis on est en plein centre de la Médina, donc c'est un lieu de retrouvailles sociales et d'échanges et que tout le monde est pareil. Tous les jeunes, qu'ils soient hollandais, anglais ou je ne sais pas quoi, et marocains, ben on est tous les mêmes. On a les mêmes visions, on a les mêmes besoins, on a tout la même chose. Donc pour moi, c'est l'interculturalisme qui est dessiné ici. Dans une ville comme Marrakech où le tourisme joue un rôle aussi prépondérant, une initiative pareille ne pouvait que gagner en popularité. Aujourd'hui, d'autres localités veulent reprendre le même schéma. Derrière toute cette structure, une femme originaire des Pays-Bas. Nous sommes ici dans notre atelier de vélo. C'est un endroit qui est mis à disposition par la municipalité. Et c'est ici où on a un atelier éducatif pour des jeunes, de décrochage scolaire qui sont en formation. Mais c'est aussi le point de départ pour des visites en vélo guidées par des jeunes que nous avons formés. Donc ce sont des étudiants de l'université qui ont suivi un cours chez nous d'être un accompagnateur en vélo. Et ils vont montrer la vie quotidienne aux touristes. Donc dans le matin, tu trouves beaucoup de monde ici pour prendre un vélo, pour échanger avec des jeunes. Et ils vont faire une balade de 3 heures, 3 heures et demie en vélo. De temps en temps, toute la journée, il y a des gens qui vont le départ, ils ne retournent pas. Non, ils retournent, mais c'est vraiment un échange qui est très positif avec les gens locaux, les jeunes locaux de Marrakech qui ont une histoire à partager avec les touristes de Marrakech. Et c'est une façon écologique, durable et inclusive
qu'on partage donc avec tout le monde. La collation de fin d'après-midi prise, la team propose à notre architecte de clôturer sa visite par une promenade à bord d'un de ses engins, direction la Médina en mode Picala. La tournée dans la ville ocre se termine chez un faiseur et collectionneur de bijoux réputé de la place. Belhaj est ce que l'architecte appelle un historien du bijou. Capable de déterminer la provenance d'une parure ou d'un collier d'un simple regard, le vieil homme est un livre à lui tout seul, livre dont Amine apprécie les belles histoires. كل شيء لهذه الماتير كانوا كيديروه المغاربه القدام في لكل ديالهم كيقولوا المرجان القديم هذا ماشي جديد وهذا اللبان القديم هذا اللبان النحت ديالو كيفاش نحتو. Passant en revue les pierres et matériaux exposés, Belhaj en profite pour montrer ses dernières trouvailles à Amine. Des perles vieilles de 1500 ans, originaires du Mali et du Niger. هذا من تما هادو ملي يبغوا يجمعوا الانسان البيجو ديالو ملي تيموت تيديروا له بحال هكا تيحطوه معاه تحت الارض. يوم بعد الناس اللي كيحرت وكيخرج في هذا الشيء وكيسميتو كيلقاه بحال لان هذه راه تاريخ قديم. الارض راه ما بقاش باين فوق منها شكون اللي مدفون ولا اللي ما مدفون، غير الناس كيبداو يحرتوا ولا كيبغوا يديروا شي بني ولا شي حاجه كيخرجوا في داك الشيء اللي. Chaque vendredi, ces messieurs se donnent rendez-vous dans cette boutique pour refaire le monde et parler de leurs activités respectives. Dès que j'arrive, je lui montre ce que j'amène, je lui amène de l'encens, de l'Éthiopie, je lui amène des objets et tout. Et il y a 2 ans, j'ai ramené des croix qui sont très belles d'Éthiopie, comme celle-là. Regardez, c'est une croix orthodoxe. Et bon, après je vous dis l'histoire de cette croix. Et les croix, je les amène d'Éthiopie et je lui ai amené. Et il m'a dit, je connais déjà, mais je lui ai dit, mais c'est que du nickel. Mais tu sais, on peut les faire en argent. Je lui ai dit, comment ça on peut les faire en argent? Il me dit, oui. Parce qu'en Éthiopie, elles sont faites à la main. Tous ces petits trous, tous ces machins-là, c'est fait à la main avec une scie et puis on fait des trous. C'est un sacré boulot. Hein. Alors, il me dit, oui, oui, on peut les faire en argent et tu vas voir. 15 jours après, je reviens et celle-là, d'ailleurs, elle est en argent, massif. Et ce n'est plus du travail à la main, c'est moulé. C'est moulé et c'est impeccable. Quand vous voyez l'original et ça, vous ne pouvez pas mettre la différence, sauf que le métal est différent. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui travaillaient derrière tout ça, qui sont des ateliers, qui font du moulage, qui font des tas de bijoux, qui font aussi des copies. Et c'est là où aussi, dans la Médina, il y a beaucoup de gens qui se font avoir en achetant des copies. L'intérêt, par exemple, d'un monsieur comme monsieur Belhaj, c'est que quand il vous vend une chose, il vous dit est-ce que c'est une copie ou est-ce que c'est un original. Et ça, c'est important. L'un construit en Afrique, l'autre en collectionne les trésors, 2 hommes, une terre et beaucoup à partager. Amine Qbaj n'en démord pas, la richesse culturelle de ce continent devrait être l'assise de sa paix et de sa prospérité. Ce que j'ai découvert à travers mes voyages en Afrique, c'est cette diversité de personnes, cette diversité d'ethnies. Parce que souvent on a l'impression que l'Afrique c'est ça. Non, l'Afrique c'est ça. C'est autre chose qu'un petit continent tel que beaucoup de gens disent l'Afrique. Mais l'Afrique non, c'est 54 pays. C'est pas un pays et c'est pas une ethnie. C'est comme tout à l'heure, tu me dis il y a 200 langues au Nigeria, il y en a 86 en Éthiopie, il y en a 33 en Madagascar, il y en a je ne sais pas combien dans d'autres pays. Ça fait, donc on est à plusieurs milliers de langages en Afrique. C'est vrai qu'au Maroc, on n'en a que 3 ou 4. C'est pas beaucoup. Mais quand on voit les autres, c'est énorme. Et je trouve que c'est cette richesse-là que les gens ne connaissent pas du tout. Hein. On n'a pas cette vision de notre Afrique. Et je pense qu'il faut qu'on l'ait et qu'il faut qu'on la cultive. Moi, j'ai du sang noir. Vous avez du sang blanc, et ainsi de suite. Nous sommes tous un mélange incroyable. Et c'est cette richesse qu'on devrait cultiver.
Troisième profil de cette émission, Mary-Anne Loum Martin est d'origine sénégalaise et antillaise. Justifiant d'une longue expérience dans l'hôtellerie, cette femme est aujourd'hui à la tête du Jnantam Msna, un boutique hôtel de luxe situé dans la Palmeraie et qui accueille chaque année des sommités venues des 4 coins du monde. Mais ce n'est pas tout puisque cette femme est aussi active culturellement et socialement à Marrakech. La suite en images. Comme tous les matins, Mary-Anne Loum débute sa journée au Jnantam Msna en vérifiant que les fleurs ont été changées. Cela peut sembler anodin, mais pour cette esthète, fleurs fraîches, tapis et bougies sont les symboles d'un art de vivre marrakchi gravé dans la générosité. Créé en 1996, l'hôtel reproduit les mêmes codes et attire ainsi une clientèle triée sur le volet. Star du show business, écrivain en quête d'inspiration, touriste à la recherche d'une retraite paisible et cossue, le Jnantam Msna s'offre comme un coin de paradis niché dans une palmeraie ensoleillée. Avant de poursuivre, la maîtresse des lieux s'accorde quelques minutes dans son bureau pour mettre un peu d'ordre dans ses affaires et noter les idées pour son livre à venir. Ce livre est pour moi un hommage à Marrakech, parce que je vis ici depuis très très longtemps, que j'adore cette ville, que j'adore ce pays. Et je voulais créer un hommage à la ville et à son esthétique, mais surtout à des initiatives privées, à travers des initiatives privées. Donc le thème du livre, qui s'appelle Inside Marrakech, est comment cette ville est une source d'inspiration pour des esprits créatifs étrangers depuis le début du XXe siècle. Voilà. Actrice culturelle très engagée, Mary-Anne Loum ne s'ennuie pour ainsi dire jamais. En pleine préparation d'un événement regroupant des artistes de la diaspora noire, elle vient aussi d'être sélectionnée comme membre du jury d'un festival berlinois. Les jours passent au Jnantam Msna mais ne se ressemblent pas. Ce à quoi je me concentre est une célébration de la créativité de la diaspora noire des deux côtés de l'Atlantique, aussi bien aux États-Unis que sur le continent. Et on a tous rendez-vous ici autour d'acteurs formidables. On se concentre sur le cinéma et la littérature, et il y aura quelques éléments de mode et quelques éléments de musique. Et pendant 3 jours, le domaine est transformé en salon littéraire le matin. Nous avons des intervenants fantastiques, des modérateurs comme Aïcha Sezai, qui était sur CNN pendant 13 ans et que Michelle Obama avait choisi pour faire sa tournée pour son livre en Europe, parce que Michelle Obama aux États-Unis, elle est interviewée par Oprah Winfrey, mais elle avait choisi Aïcha pour l'Europe, et Aïcha est avec nous, elle est sur le conseil aussi de notre organisation. On a beaucoup de personnes de ce calibre, et je suis très très contente parce qu'il y a une jeune femme qui s'appelle Melina Matsoukas, qui est afro-américaine, et qui a gagné MTV Awards et des choses comme ça pour ses clips, parce que c'est elle qui fait les clips de Beyoncé et de Rihanna et de Snoop Dogg. Et elle a fait son premier long métrage qui s'appelle Queen and Slim et qui fait un tabac aux États-Unis. Et elle vient, c'est notre invitée d'honneur, et elle vient avec son film qu'elle va présenter, qu'elle va expliquer. Et puis les écrivains sont tous formidables, ils viennent de différents pays d'Afrique, ils ont tous gagné des prix internationaux de littérature. Et donc toute la propriété va vibrer au son de la créativité de la diaspora pendant 3 jours à la fin du mois de février. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui aura lieu tous les ans. Appel et prise de notes effectuées, la dame se dirige vers la galerie d'art du Riad. Cet endroit fait son bonheur pour 2 raisons, ses pièces uniques et sa gérante. Alors ici, on est dans ma galerie. Une galerie où il y a des choses que je dessine moi-même, je produis des meubles, et il y a des choses que le reste, je choisis tout avec soin. Et il n'y a pas une chose que je n'ai pas choisie ici. Et je voulais vous montrer ce lieu et puis aussi vous faire rencontrer une stagiaire que j'ai, avec qui je m'entends très bien et qui en plus a une voix absolument céleste. Hello Angela, how are you? Originaire de Londres, Angela tient le lieu et lui confère un supplément d'âme. Let me hear it. Okay. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little Bobby, don't you cry. Oh, thank you. You are going to make me cry. Juste à côté se trouve Ethnobotanica.
Un autre projet mis en place par Myriane et son époux, mais dont le management est assuré par leur fille, Thaïs. Éthique et bio, les produits exposés sont achetés auprès de coopératives réparties sur tout le Maroc. Une initiative sociale qui tient une place importante au sein de la famille. Donc Ethnobotanica, c'est une entreprise sociale montée par mon père, Gary Martin, qui lui est ethnobotaniste. Donc en fait, sa spécialité, c'est justement le mélange entre les communautés autochtones et la botanie, donc la science des plantes, la biologie des plantes. Et donc Ethnobotanica, c'est un espace où on essaye d'appuyer les communautés du Maroc en vendant leurs produits bio, locaux et produits de manière équitable. Et notre but vraiment, c'est de partager la richesse du terroir marocain et aussi de tout ce qui est cosmétique naturel marocain avec notre clientèle de l'hôtel, mais aussi les gens qui viennent passer la journée, etc. Donc on a des miels, on a des huiles cosmétiques et comestibles, on a des sels. On a aussi des objets en bois qui sont faits à la main par des artisans qui viennent du Mali, du Cameroun et de Côte d'Ivoire qui font de très très belles choses. Et en fait, on est vraiment en train d'essayer de mettre en avant tout ce que le Maroc a à offrir, que ce soit des communautés qui sont ici depuis super longtemps ou des communautés qui se sont construites ici beaucoup plus récemment. Et justement pour montrer aux gens qu'ici il y a énormément à faire et énormément d'histoire et de culture à protéger. Avec ses 3 hectares et ses 24 suites réparties en 5 résidences, Jnane Temsna est un travail à temps plein. La propriétaire peut passer des heures à arpenter allées, salons, chambres et autres dépendances. Aidée dans la gestion du domaine par son fils Édouard, Myriane sait qu'elle peut se reposer sur lui pour tout ce qui touche à la logistique et aux ressources humaines. À l'écoute, il veille à l'entretien des lieux et aux détails techniques qui font toute la différence. Ici, c'est vraiment un riad qu'on gère en tant que famille, donc il y a beaucoup de choses, bon, bien sûr que chaque personne, on aide dans plusieurs domaines, mais moi ce que je fais surtout, c'est que j'aide avec des éléments de gestion ou des éléments techniques. Donc par exemple l'installation de toute notre infrastructure internet, l'installation des systèmes que les serveurs et la cuisine utilisent, le système de réservation et ainsi de suite. C'est la partie en fait que le client ne voit pas du tout, mais qui fait une grande différence dans le service qu'on peut offrir. Édouard est aussi fondateur d'une ONG, Global Diaspora, qui collabore avec de nombreux migrants en mettant leurs travaux en valeur. Je travaille avec les migrants, avec des gens qui traversent les frontières, mais c'est important de dire qu'il y a beaucoup de types de migrants différents. Il y a des gens qui sont venus par le Sahara, qui sont dans des situations difficiles et ainsi de suite, mais il y a d'autres personnes qui sont venues pour étudier ou pour commencer une entreprise. Et donc, nous, notre association, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec tous les Africains non marocains, en fait, donc les immigrants du continent africain ici au Maroc. Et si je décrivais l'association en 2 mots, je dirais diversité et mobilité. Ça, c'est l'idée qu'on aimerait voir une Afrique où les gens peuvent se déplacer sur le continent pour poursuivre leurs propres opportunités et contribuer au développement du continent. Et diversité dans le sens qu'on aimerait aussi avoir des sociétés qui ne sont pas juste ouvertes à la diversité, mais aussi des sociétés où les gens de différentes origines ont des espaces où ils peuvent interagir et où ils peuvent se rencontrer, se marier, créer des familles et puis ainsi de suite. La visite se poursuit dans les suites de l'hôtel. Chacune d'elles est un véritable coup de cœur pour Myriane. Vous voyez ici, j'ai donc mis des mouchoirs à biais, j'ai mis des rayures, j'ai cérusé et blanchi un autre mouchoir à biais que j'avais trouvé. En fait, c'est un hôtel, mais il n'y a rien d'uniforme ici. C'est vraiment comme une maison, voilà. Décorées et entretenues avec soin, ces chambres ont également contribué à la réputation de l'hôtel. Là, on a un tissu qui vient d'Ouzbékistan et qui est terminé par des grands pompons qui sont typiquement marocains. Et puis, vous voyez ce petit miroir que j'ai trouvé chez un antiquaire, qui n'est pas si vieux que ça. C'est pas grave, il me plaît. J'ai remarqué que les gens qui dorment dans cette chambre sont toujours très très contents parce qu'il y a un côté très cosy et en même temps un côté, vous voyez, ça donne sur le jardin, il y a un grand balcon ensoleillé. C'est cosy et on ne se sent pas dans un hôtel. Comme dans les 24 chambres de chez nous, elles sont toutes différentes et on ne se sent jamais dans un hôtel, mais plutôt dans une maison d'amis.
C'est dans ce quartier du centre-ville de Marrakech que Myriane vient acheter les ustensiles en bois de son hôtel. Omar Condé, un ébéniste d'origine malienne, y officie depuis quelques années. Sa spécialité, le bois d'olivier dont il tire des bols, des plats ou encore des articles décoratifs. Myriane entre dans le vif du sujet. Il lui faut quelques plats à pain supplémentaires, mais aussi des récipients à fruits. Je voudrais grand, moyen et petit. Des assortiments comme ça, vous allez aussi m'en mettre 7. D'accord ? Découvert à travers l'ONG d'Edouard, Omar est devenu l'un des fabricants attitrés du Jnane Temsna. Apprécié pour son sérieux, l'artisan ne démérite jamais. Je suis arrivé ici en 2011. 2011, j'étais au Sénégal. Du coup, je suis venu ici, j'ai passé par Mauritanie, Maroc. Je suis toujours travaillé dans les bois. Madame Myriane est venue commander nous ici des objets d'art africains sous son réal. Ouais, tout ça, ça se passe bien. Myriane continue de regarder les objets déjà prêts. Il faut en moyenne 1 semaine à Omar pour terminer une commande. Le délai est raisonnable. On lui commande des planches à pain, des planches pour le pain, des plats où on peut mettre des fruits. Et ce sont des choses que nos clients aiment beaucoup à l'hôtel. Oui, oui, vraiment. Après l'artisanat, la mode, nous nous trouvons chez Ayaz, une boutique appartenant à une amie proche. Très portée sur le fait main, Myriane vient régulièrement chercher de quoi agrémenter sa garde-robe. C'est bien connu, une femme n'a jamais assez de vêtements dans son dressing. J'aime venir ici parce que je connais Nawal depuis très longtemps, que j'aime aller dans des lieux où j'aime tout. Parce qu'il y a des endroits où vous allez, vous aimez une chose ou deux, et puis le reste, ça ne vous plaît pas du tout. Mais ici, je sais que la qualité est constante, aussi bien en matière de tissu, qu'en matière de goût, qu'en matière de style. Et à chaque fois que j'envoie des amis ici, ils reviennent enchantés. Voilà. Et puis on est dans une atmosphère privée, il n'y a pas la foule, elle s'occupe bien de vous, vous essayez, et si ce n'est pas votre taille, elle refait à votre taille. C'est vraiment un service merveilleux. Nawal et Myriane se sont connus dans un cadre professionnel et ont fini par tisser des liens étroits. J'ai appris dans pas mal de maisons de prêt-à-porter, mais Myriane a complété la touche vraiment raffinée et avec une sobriété. Parce qu'il y a raffiné et raffiné, mais elle, c'est dans le luxe sobre, simple, sans faire beaucoup de choses, parce que la simplicité, elle dure trop longtemps. Grâce à elle, que je suis connue à l'étranger plus que dans mon pays. Elle m'a beaucoup aidée par des grosses commandes, des designers sur des projets. D'ailleurs, j'ai assisté sur un grand projet d'architecture intérieure qui était vraiment bien. C'est grâce à elle. Ces achats en main, la propriétaire du Jnane Temsna prend congé en promettant de revenir le plus vite possible. Toujours à l'affût de nouvelles adresses, Myriane a découvert l'Imida grâce à ses enfants. Séduite par ce restaurant qui revisite la gastronomie marocaine, elle aimerait lui confier le dîner de clôture de son événement culturel. La fondatrice du Jnane Temsna a apparemment de bonnes raisons de le faire. C'est très important, je trouve, que des jeunes Marocains montent des affaires modernes, de qualité, à Marrakech ou dans le pays en général, plutôt que toujours faire des choses qui sont... Que tout le monde fait. Ici, c'est original, c'est différent. Il y a un vrai effort de qualité constant. Il y a un effort dans la déco, il y a un effort dans la table, il y a un effort dans le service. Et vraiment, ça mérite d'être très encouragé, quoi. Donc aujourd'hui, je suis venue pour voir le propriétaire et voir comment on pourrait travailler ensemble et discuter d'un partenariat. Discutant avec l'un des restaurateurs, Myriane souhaite dresser la composition du buffet et des modalités de service le plus vite possible. Il ne reste plus que 2 semaines. Et on est en train de négocier un dîner qu'on va organiser chez Myriane pour un grand événement d'Afrique, de l'art africain ici à Marrakech, qui va se passer à Jnane Temsna. Et on est très heureux de collaborer avec Myriane parce que c'est quelqu'un qui est très connu à Marrakech et qui nous ramène beaucoup de clients aussi. Et bien sûr, l'idéal, ça serait de travailler avec elle par la suite et d'avoir un échange avec elle parce que c'est elle a l'une des meilleures clientèles à Marrakech. Donc c'est bénéfique, que ce soit pour nous et pour elle aussi,
en contrepartie. Notre concept, c'est de la cuisine fusion marocaine. En fait, comme je vous ai expliqué, on prend le produit marocain et on le travaille avec un produit étranger. Et ça va être ça va être un buffet où il y aura plusieurs entrées, plusieurs plats et quelques desserts où les gens pourront aussi déguster notre cuisine et aussi promouvoir notre restaurant et se faire connaître au niveau international que national. L'accord semble avoir été conclu. Les invités de Myriam pourront déguster un menu signé El Mida. Ayant bouclé son dernier meeting de la journée, Myriam goûte à une dernière promenade dans le souk avant de rentrer. Alors, je trouve que cette place est exactement caractéristique de l'évolution de Marrakech, parce que vous voyez, quand je suis venue ici pour la première fois, il y a à peu près 35 ans, il y avait juste des épices, puis les tapis et un petit peu d'artisanat, mais très peu. Et maintenant, il y a absolument tout. Il y a des restaurants branchés. On sort de l'un d'eux, le formidable El Mida. Il y a des bonnets qui sont devenus très à la mode. Il y a des paniers, il y a plein de choses. Et ce que je trouve absolument génial avec cette ville, c'est que ça évolue, ça intègre la modernité, mais ça ne perd jamais son identité. On est complètement à Marrakech et pratiquement toutes ces choses-là sont nouvelles. Soleil couchant, ruelles peuplées, bruit, odeurs, couleurs, Marrakech aura toujours un cachet particulier. Ce côté magique qui a un jour donné à cette femme l'envie de s'y établir en famille et d'y fonder son plus beau projet de vie. Écoutez, moi j'adore venir dans la Médina, je n'y viens pas très souvent parce que j'ai une vie professionnelle très prenante. Mais là, j'ai l'impression d'être en vacances, alors j'adore, c'est un break, je trouve que c'est formidable, tous ces gens qui font des tapis beaucoup plus contemporains. Donc il y en a pour tous les goûts, il y a les choses anciennes, il y a des choses plus nouvelles, il y a tous ces paniers, cette explosion de paniers qui n'existaient pas du tout quand je suis venue la première fois à Marrakech. Et puis il y a surtout tous ces restaurants branchés qui sont bons, et qui font venir énormément de monde ici. Regardez, c'est merveilleux, ces terrasses. C'est la fin du jour, on a un crépuscule, on voit les montagnes, mais on est complètement au paradis ici. Et voilà, Saga Africa, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Les bisous.